Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jurgis Baltrušaitis, Les perspectives dépravées, tome 2, Anamorphose. Facteur de réalisme, la perspective restitue la troisième dimension. L'anamorphose, XVIIe siècle, projection des formes hors d'elles-mêmes. Curiosité technique mais poétique de l'abstraction, illusion optique et philosophie de la réalité factice. C'est un rébut, un monstre, un prodige, ébranle l'ordre naturel sans la détruire. Vers 1615 apparaît le miroir. Substitution à l'angle visuel, l'angle de réflexion. Les poètes ont médité sur ces tableaux. La différence entre l'objet et sa vision a retenu les philosophes et les artistes de tous les temps. Les choses semblent être autrement qu'elles ne sont. Dans une façade, on remplace une droite par une courbe. Les colonnes se gonflent, 1/50 du diamètre. Euclide a établi géométriquement les lois de la vision. Les rayons visuels définissent la perception. La perspective est une science qui fixe les dimensions des formes dans l'espace. La traduction latine d'Euclide, non pas le grec, mais l'arabe au XIIe siècle. C'est l'univers le plus hostile à la vision en profondeur et en relief qui enseigne les principes. Paradoxe. Dans les écoles du Nord, au XIVe siècle, art et sciences se rejoignent. Au XVe en Italie, Dürer, 1525. Théorie mathématique pour toutes les formes. La perspective se restitue comme une rationalisation de la vue et comme une réalité objective. Des étendues sans fin peuvent être évoquées dans un espace réduit, les distances peuvent être raccourcies. Grande illusion. La scène théâtrale au XVIe siècle est dominée par cet éloignement imaginaire. Réalité et fiction se confondent. Les comédiens évoluent dans le monde de l'illusion. Les édifices empruntent aux formes théâtrales. L'être agrandi dans les lignes supérieures, gravées. Anecdote, Alcamène sculpta une statue harmonieuse, Phidias une figure aux membres déformés. Le jour de l'exposition, le premier obtint le prix, le deuxième faillit se faire lapider. Installée au sommet de la colonne, la première devient l'objet de risées. Illusion. L'histoire est empruntée à Pline, la légende des formes déformées pour rester belle. Le procédé de la tour Trajane, faisant les figures d'autant plus grandes qu'elles viennent à diminuer pour la hauteur des lieux. La perspective d'Euclide produit un effet admirable. L'art suppléant aux défauts de la nature, ceci par l'accroissement des intervalles, récupérant la grandeur que l'éloignement leur a fait perdre. L'écart euclidien crée une image fausse. Le mythe de la colonne Trajane sera utilisé par les meilleurs artistes de tous les temps, même le jugement dernier de Michelangelo de la chapelle Sixtine. C'est un ensemble dynamique, des mesures sont calculées comme celles des lettres qui paraissent égales, mais l'artifice opère que d'une distance déterminée. De plus loin, la vision explose, s'agrandissant sans cesse, technique rétablissant les apparences exactes, en altérant l'exactitude. Les perspectives accélérées et ralenties déforment la nature en la transfigurant. Dans l'art surréaliste, les représentations vues de face sont confuses, de formes étirées, sans signification, mais de biais composent en se rétrécissant des images justes. Schoen Erhardt, graveur de Nuremberg et élève de Dürer, a conçu un tableau en secret, en plaçant l'œil de côté, tout près de la gravure. On voit surgir 4 têtes, la perspective rend invisible les images apparentes, 2 tableaux en un, tout en conservant une unité de thème. Le fond qui se déroule derrière le souverain caché évoque les événements qui le concernent. Clé pour le déchiffrement de leur énigme. Cette superposition est d'un effet troublant. Allusion de portraits anamorphistes dans le Richard II de Shakespeare. De face montre que confusion, mais qui, à vue obliquement, présente une forme distincte. Il a dû être frappé par la peinture qu'un visiteur allemand a signalée dans le même lieu.
Les Lords Strangemen, troupe théâtrale dont le dramaturge faisait partie, jouait dans le palais où se trouvait la représentation du souverain. Le redressement optique fait ressortir des personnages. Dans les gravures de Schoen, les figurines s'estompent. Dans les panneaux de Jacques Lipchitz, elles se métamorphosent. Une table devient un livre. Les papillons se changent en fleurs de lys. L'image cachée se restitue lorsqu'on la fixe par un viseur aménagé. L'anamorphose contient aussi des thèmes fantaisistes. L'art et le prodige s'entremêlent et s'associent étroitement. La tradition du Moyen-Âge se répand à la Renaissance. Tout ce qui excite l'esprit et l'imagination optique, le dessin est quadruplé à l'aide d'un simple quadrillage. L'artifice est enseigné, se présentant comme une révélation belle et secrète. La première phase consiste à composer l'image telle qu'elle doit être perçue. La seconde procède de la déformation mécaniquement avec de la lumière. Les rayons du soleil ou de la lanterne allongeront et tireront l'image jusqu'à ce qu'elle semble des lignes et des courbes vues de face. Mais vu du point de vue d'où viennent les rayons, l'image paraîtra telle qu'elle est sur le papier. On peut le faire aussi avec des instruments. Il faut les déguiser pour mieux dissimuler ce qu'on peut. Né comme un rocher, le front comme une motte de terre, les assemblages d'Arciboldo et Léonard de Vinci dans le Codex d'Atlanticus sont les plus anciennes anamorphoses connues. Incernable, 1483-1518, Milan, Bibliothèque ambrosienne. Ce jeu se trouve associé à des hommes de premier plan. En Italie, Dürer, en 1506, à Bologne, il écrit qu'il apprend l'art d'une perspective secrète qu'on veut bien lui enseigner. L'Italie le conçoit comme un caprice et un divertissement de peintre. L'Europe du Nord lui confère une force et une rudesse touchant à la fois au dramatique et au burlesque. Samuel Marolois, La Haye 1614, les bonnes techniques et les recettes étaient jalousement gardées et montrées progressivement. Entre-temps, toutes les combinaisons basées sur l'angle visuel, conformément aux meilleures règles, ont été révélées méthodiquement par des savants français. Passion de Salomon de Caus et Jean-François Niceron, ingénieur érudit et mathématicien, cosmopolite et esprit universel. Il a écrit sur les proportions d'Euclide en 1612. L'auteur en sent la poésie, il est mort à 33 ans. Travail scientifique où la science évolue dans l'atmosphère d'un conte. Sont cités des magiciens Peririus, Bullingerus et Toneblanc. Dans chaque composition, il faut que le spectateur se place à un point de vue déterminé. Des constructions spéciales sont inventées pour présenter les tableaux rallongés. Niceron donne toutes les variantes possibles, calcul de déformation. Plus le dessin est grand, plus sûr, plus ample est l'effet. Une grande composition est visible à Rome, Trinité des Monts, 1648. Emmanuel Maignan, Galilée était en relation avec Sigoli, fresque réalisée par Niceron, couvent des Minimes de Rome et de Paris, 1642 et 1644. Ce sont des poésies allégoriques. Niceron utilisait la machine de son confrère Maignan. Pensant en géomètre, il emploie non pas pour apporter l'image elle-même, mais son canevas, simplifiant ainsi l'opération. Machine avec un fil relié à un gemme ou un poids. Deux images se superposent et une apparaît quand l'autre disparaît comme un changement de scène au théâtre. Esselin, surintendant des plaisirs du roi, accueillit dans son château d'Essonne la reine Christine de Suède. Il la conduisit dans une demeure enchantée où tout était illusoire. Le couvent des Minimes se trouve à l'île Saint-Louis. Paris devient le centre d'études et de propagation de ces combinaisons optiques, 1650. Après sa diffusion dans des foyers flamands et germaniques, l'Italie retrouve leur tradition sous l'impulsion d'un moine parisien, Niceron, le monastère étant financé par le roi de France, couvent fondé par Marie de Médicis. Ce couvent devint un centre cartésien, foyer d'études scientifiques avec une bibliothèque de 26 000 volumes. Les pieux et érudits de cette époque y venaient, centre intellectuel.
le père Marin Mersenne perpétuant la tradition platonicienne de la Renaissance, théologien, mathématicien, philosophe. Les questions d'optique et de géométrie étaient au premier plan de ses préoccupations. Tous ceux qui se sont occupés de géométrie étaient au premier plan, ainsi que des perspectives insolites se trouvent en relation avec Descartes, centre de liaison dans le couvent parisien. Descartes considère le monde comme un théâtre où les secrets de la nature sont révélés par les jouets construits par l'homme. L'illusion préoccupe Descartes, différence entre réalité et jugement. La confusion ou la réalité paraît tout autre, perspective faussant la structure des corps. Erreur visuelle, suspicion métaphysique, rendant certaine l'incertitude contribuant au doute. Divergence entre le vrai et l'apparent, de l'incertitude des apparences, rejoint l'idée de l'inconstance et de la vanité du monde. Le maître de Pascal, Gérard Desargues, était en relation avec le couvent, étant en conflit ouvert avec les autres érudits des Minimes. Les théories de Desargues furent qualifiées de folles. Amatant Bossé, il ne faut pas dessiner ni peindre comme l'œil voit. Huret insiste sur la nécessité du revêtement de l'image déformée par une image normale, conflit des traditions et des artistes. L'anamorphose est enseignée comme science pure, consécration, et le courant cartésien se porte en Allemagne. Le père Kircher, Athanase, un jésuite érudit, selon lui, la Chine est une civilisation égyptienne, en 1667 il dit cela. Crée un instrument pour la peinture, mésoptique. L'instrument de perspective n'est pas statique, enregistrant les rayons visuels. Il y a une force active projetant des mondes qui se font et défont comme par enchâtement, car son disciple Gaspard Schott, jésuite, pour lui toutes ces curiosités sont surnaturelles, science magique. Les objets ont tous une valeur symbolique. Arithmétique, géométrie, astronomie et musique dans les ambassadeurs d'Holbein. La peinture tout entière est conçue comme un trompe-l'œil, 1533. Vanité scientifique et puissance terrestre, rejoignant ainsi l'éloge de la folie d'Erasme de Rotterdam, ouvrage rédigé chez son ami Thomas More, auquel le livre est dédié et qui reprend la même idée dans Utopie. Erasme développe les réflexions sur la fragilité des connaissances et la soif de la gloire. Les savants ne savent rien et ils se vantent de tout savoir. Folie et vanité sont synonymes. Tout est poussière et illusion. Il n'y a que la puissance divine qui connaisse et domine tout. Son unique clé est la parole de Dieu. Corneille Agrippa, 1526. Horace Walpole raconta à propos de Hans Holbein, 1526, l'artiste peignit une mouche sur un portrait. Celui-ci chercha à l'enlever et la plaisanterie fut révélée, la mouche étant un trompe-l'œil favori des peintres de nature morte. Opposition des vanités humaines et de la vérité de Dieu, science vaine. L'horloge rappelle la fuite du temps. Surcharge de vêtements, étalage de vanité. Chez le père Dubreuil, c'est une anamorphose captoptrique construite autour d'un miroir cylindrique qui dissimule l'image sinistre. La tête de mort est un rappel du destin, évocation du spectre de la mort. La tête de mort se trouve au centre du tableau, emplacement du miroir cylindrique, visible au château de Gripsholm. Le souverain décapité en 1649 surgit sur le miroir et disparaît, Charles Ier. Ascétisme calviniste en Hollande, à l'université de Leyde. Vision mélancolique de David Bailey, des frères Steenwijk. En France, les natures mortes expriment la fragilité de la matière. Fleurs fanées, fruits gâtés, fromage rouge, pain séché, et la fuite du temps montre sablier, bougie. Commentaire désabusé, réveil d'un courant humaniste au XVIIe siècle. Ferdinand Bell peint le philosophe plongé dans la méditation, 1676. Kepler qui calcule les planètes. Robert Fludd, 1647, montre l'instrument à cordes uniques où se joue la symphonie cosmique, la grande lyre de l'univers.
Cette folie des sciences humaines conduit au doute philosophique. Gravure de Sébastien Leclerc à l'Académie des arts et des sciences, avec des personnages qui discutent entre eux, qui rappellent des philosophes de l'école d'Athènes tendus par la passion. La vanité s'estompe, tous les systèmes de perspective ont été élaborés. Les raffinements restent liés à une philosophie de l'artifice, les apparences du monde. Une anamorphose élaborée est glissée dans la gravure et forme un crâne. Au siècle suivant, cela se poursuit en curiosité, caprice figuratif. Maydorj, mathématicien lié à Descartes, puis aux anames récréation, projection de forme par un carton troué, montrant un œil écarquillé. Cet œil est celui du cardinal Colonna, archevêque de Bologne, qui incarnait la vue lucide du grand prélat, tandis que la figure anamorphique correspond au salut des âmes égarées par le péché. Le terme est consacré par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en 1751. Anamorphose, projection monstrueuse, avérée en juste proportion dans un certain point de vue. Le mot et le procédé sont expliqués. C'est incorporé dans les manuels scientifiques. Bernard Lamy traitait des perspectives 1701, le catoptique. La vie 1804, importante partie de son livre. Edgar Poe, en 1838, évoque dans une de ses histoires extraordinaires, avec un vaste décor selon le point de vue d'où les figures se redressent. Dégradation des traits lorsqu'on la quitte, caractère antique. Le tout s'intègre dans un délire des sens déréglés, étrange vision engendrée par l'opium. Granville, précurseur et visionnaire de notre temps, remplit son autre monde, 1843, de nains et de géants, rétrécis et dilatés dans des perspectives, et débassés les chiens allongés. Anamorphose tardive, 1868. Décuchis à Marseille montre Napoléon, les danseurs, des obscénités dessinées avec relief. Le procédé élaboré il y a des siècles obtient toujours le même résultat. L'anamorphose finit par se vulgariser dans une illustration bon marché, reflétant l'émerveillement, songeant au surréalisme, complexe de l'abstraction et de la vie. Dislocation d'images autour d'un miroir en forme de cylindre. Le miroir projette les formes naturelles. Ces transfigurations en révèlent le fantastique et les formes exactes renaissant d'un chaos. Nicolas Lancret. Tannenbaum, Simon Vouet, avec la Vénus et Adonis, Johann Trochel, Jacques Dozol, son propre portrait, prince des chronologistes. De tout temps, le miroir avait une qualité surnaturelle, le roman de la rose, 1265-1280, en célébrait les pouvoirs et les vertus en parlant du livre de Alhazen, 993-1038, qui a compilé des cartes optiques d'Europe, de Ptolémée, d'Héron d'Alexandrie, instruments évocateurs des spectres et des morts. Jusqu'en 1630, tâtonnement sans connaissance géométrique, 1630-1637, rigueur scientifique, après 1638, simplification et rationalisation. Maniée par les jésuites, l'anamorphose devient un instrument de conversion au christianisme. La Chine aussi avait sa tradition d'anamorphose catoptrique. Production en grande série. L'emplacement du miroir est indiqué par un cercle anamorphose cylindrique. Période Van Ly, 1573-1619. Le père Buglio est venu en Chine en 1639. Les Chinois étaient rebelles aux apports de l'Europe. L'Extrême-Orient vit en dehors des perspectives linéaires. Le mécanisme catoptique avait un prestige légendaire, miroir prophétique. La nuit, les hommes se protégeaient contre les forces du mal avec des miroirs en forme de boule au-dessus du lit. Miroir qu'on agite et qui émet un son, miroir magique, dès le IXe siècle. Des miroirs qui laissent pénétrer la lumière. Le secret réside dans la structure de la surface réfléchissante. Concave au Japon. Un miroir regardé obliquement présentait l'image d'un dieu bouddhique. L'image doit surgir comme une scène théâtrale.
Grimaldi alla en Chine voir l'empereur qui devait regarder avec malice les présentations de celui-ci vu leur connaissance élevée sur le sujet des miroirs, origine égyptienne de la civilisation chinoise, selon le père Kircher. En Chine, le surnaturel et la réalité sont confondus, jouets mécaniques qui ont ravi les hommes, qui les ont divertis et médité sur les lois de la nature et sur les artifices qui les dominent. Monde de l'illusion, sous le paradoxe, les pouvoirs de la peinture en ont fait sentir l'essence féerique. Anna du grec, en remontant, qui marque le retour vers et Morphée forme. Gaspard Schott fut le premier en 1657 à utiliser ce terme d'anamorphose. Pour les corrections optiques, voir le nombre d'or. Jika, dans les rythmes, les anamorphoses à miroir sont conservées à Munich, à la Bayerisches Museum et au musée historique de Bâle. À Paris, c'est Maître Reims de Charles Ranton et Jacques Dupont. Voir le catalogue de l'exposition Le cabinet de l'amateur, Orangerie de Tuileries de 1956, numéro 6, page 2. Jurgis Baltrusaitis, Les perspectives dépravées, tome 2, Anamorphose. Merci.